Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette prise en main, ce mini-test du Nikon Z30, le dernier boîtier que Nikon vient de sortir, à destination principalement des vlogueurs, mais pas que. On va voir ensemble comment ça se comporte, si ça répond un petit peu à nos espérances. Eh bien écoutez, c'est parti pour le test. Alors avant d'attaquer plus avant ce test, les images et tout ce qui s'ensuit, un immense merci à Christian Cromaria de Camara Cournon, à côté de Clermont-Ferrand. Grâce à lui, je peux avoir beaucoup de matériel à ma disposition. C'est quelqu'un, une fois de plus, de très compétent, de très disponible, de souriant. Que dire de plus si ce n'est qu'il vient de déménager dans un monstrueux magasin extrêmement bien achalandé, agencé. Bref, ce n'est plus une caverne d'Ali Baba, c'est carrément le paradis des photographes et des vidéastes. Je vous invite bien sûr à lui rendre une petite visite, ou si vous êtes un peu trop loin, n'hésitez pas à téléphoner. Il fonctionne aussi beaucoup avec le net. Et puis pour ma part, une petite notification, une cloche activée, un abonnement, vous savez que ça me fait très plaisir, ça m'incite à continuer ce difficile travail et ce long chemin de croix qui est la production de contenu sur YouTube. Je vous en remercie énormément d'avance, d'autant qu'il va y avoir d'autres tests qui vont suivre, entre autres le nouveau 400 f4.5 Z, le 800 6.3 également Z que vous attendez également avec impatience. Tout ça c'est dans la marmite, prêt à être monté. Donc écoutez, il ne reste plus qu'à s'abonner. Alors voyons maintenant un petit peu ce que ça donne lorsque l'on est en train de vloguer, puisque c'est le terme à la mode et que ce Z30 a priori est prévu totalement pour cet usage. Alors là je marche sur un terrain qui n'est pas spécialement préparé. Vous le voyez derrière moi, là c'est un peu de la prairie, et je suis à 16 mm, l'équivalent du 24 mm plein format. On va passer bien sûr avec la stabilisation électronique, le VR, pour voir si elle peut compléter utilement et de façon efficace la stabilisation de l'optique. Voilà, je suis avec la stabilisation électronique activée. Alors je suis toujours à bout de bras avec ce 16 mm, équivalent 24 mm. Écoutez, non, ça marche bien, c'est plutôt relativement stable, en tout cas beaucoup plus que précédemment, même si ça ne vaut pas non plus un bon gimbal, ça fait toujours un petit peu le taf. Moi je suis toujours un peu réservé par rapport à ces VR, parce qu'elles ont toujours tendance un petit peu à mettre un petit peu des lignes comme ça, horizontales, assez régulièrement. Bon, là ça n'a pas l'air d'être trop le cas, ça se passe plutôt bien. Avec le crop aussi, 16 mm, ce 24 mm, il devient quand même assez contraignant. Et si on veut voir un petit peu plus tout autour de moi, c'est quand même pas énorme. Ça fera sûrement le bonheur des vlogueurs. Perso, c'est quand même pas une utilisation que j'ai très fréquemment, même si le Z30 est totalement et complètement conçu pour ça. Alors si je passe à 50 mm sur cet objectif 16-50, c'est-à-dire à fond de range, et que j'ai toujours désactivé la stabilisation à main levée, comme ça, voilà ce que ça donne. Alors je suis quelqu'un, vous le savez maintenant si vous suivez mes vidéos régulièrement, qui ne bouge pas beaucoup déjà, naturellement. On va mettre le VR pour voir ce que ça donne. Voilà, VR enclenché, donc je suis toujours à fond de range, à 50 mm, l'équivalent d'un 75 en plein format. Et puis le VR enclenché qui a donc bien sûr nécessité un léger crop. Bon, on gagne là encore en stabilité et c'est indéniable. Alors puisqu'on en est au mode vlog, on va voir un petit peu comment le Z30 va gérer un petit peu les variations d'intensité lumineuse. Avec la variation, on a vu à un moment, je le refais. Voilà, donc là il va normalement rééclaircir, voilà c'est ça, tout à fait automatiquement et de façon plutôt bien gérée, il éclaircit mon visage de façon à avoir le visage au premier plan qui soit bien exposé, et si je tourne, on a une petite surex, voilà, et tout de suite après il corrige l'exposition. Ah ouais, c'est bien géré. Ouais, non, là il n'y a rien à dire, c'est ce qu'on fait de mieux dans le domaine, c'est même au-delà de ce qu'on peut faire avec un smartphone même haut de gamme. Alors toujours à 50 mm, toujours sans la stabilisation électronique VR, on voit bien qu'il y a des petits mouvements parasites, même si globalement l'image est utilisable, les lignes de bout de bois qui sortent de l'eau ont quand même vraiment tendance à trembloter un petit peu.
on va rajouter la stabilisation électronique, le VR, pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai rajouté la stabilisation électronique, autrement dit le VR, appellation Nikon contrôlée, et on voit bien que les bouts de bois sont plus stables, même si à certains moments on a des espèces de petites sautes d'image. C'est ça en cela que je n'aime pas beaucoup les stabilisations électroniques, je préfère vraiment une stabilisation mécanique du capteur. Bon, il n'y en a pas sur le Z30, le VR donc supplée un petit peu à cette absence, moyennant quand même des petits artefacts de temps en temps. Alors, si dans l'absolu, l'écran arrière pourrait suffire à l'intérieur, dès qu'on est à l'extérieur, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, bien sûr, la cible prioritaire, ce sont les vlogueurs qui vont vouloir se voir eux-mêmes sur cet écran retourné face à eux. Mais si on est comme moi, passant souvent de la photo à la vidéo, à l'extérieur, avec une luminosité forte, eh bien, on est très vite limité par la lecture des signes et des pictogrammes sur l'écran arrière, d'autant que cet écran est plus petit que celui du Z50, puisqu'il fait 7,5 cm, autrement dit 3 pouces, alors que le Z50 c'est 8 cm et 3,2 pouces. Et croyez-moi, cette différence sur le terrain, on la sent. A contrario, l'ergonomie sur le Z30 est remarquable, j'adore, surtout quand on vient d'un autre boîtier Nikon, on retrouve avec plaisir les mêmes touches, pratiquement aux mêmes endroits, avec en particulier la molette arrière qui permet de sélectionner l'ouverture, la vitesse selon le mode dans lequel on se trouve, le sélecteur mode photo-vidéo immédiatement accessible, le display qui permet de choisir ce que l'on a sur l'affichage, le fameux point I qui permet d'accéder à tout un tas de réglages prédéterminés, accès extrêmement rapide et facile. Bref, on a quelque chose qui fonctionne très très bien. Sur le dessus, vous avez la fameuse molette PSAM qui permet là aussi de sélectionner le mode dans lequel on souhaite se trouver rapidement. Et puis 3 touches d'accès rapide avec des sets de réglages personnels. C'est vraiment très bien. Non, peu de choses à reprocher au niveau ergonomie, si ce n'est peut-être le bouton d'enregistrement de la vidéo que je trouve un poil trop en arrière et qui oblige une petite gymnastique au niveau de l'index qui n'est pas très agréable. Rien à dire par contre sur la qualité des prises de vue, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est très bien, c'est très bon. Ce petit 1650 que j'avais déjà beaucoup apprécié sur le Z50 fait tout à fait le taf avec cet appareil. Ça serait dommage de le limiter au vlog, mais là encore, sans viseur, c'est un petit peu plus problématique. C'est d'autant plus dommage que la qualité des fichiers vidéo, en 4K en particulier, est remarquable, vraiment très bonne, comparable même à des boîtiers beaucoup plus onéreux. Là on est en 4K 30 images par seconde, donc que ce soit en 24, 25 ou 30 IPS, c'est exactement la même chose. On a vraiment une très 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 belle image, et sans crop, contrairement à d'autres boîtiers. Si on veut accéder au ralenti à 120 images par seconde, il faut descendre dans un format Full HD. Là, je suis un petit peu plus réservé. L'image est un petit peu moins belle, un petit peu moins de piqué, mais c'est encore acceptable, surtout si on le regarde sur un smartphone. Après, sur une tablette ou sur un ordinateur, ça sera peut-être un petit peu plus limite. Pour ce qui est des hautes sensibilités, ce petit capteur ne finit pas de m'étonner. À 500 ISO, c'est la même chose qu'à 100 ISO, c'est très bon. 3002, 6004, ça reste tout à fait exploitable. Lorsqu'on passe un palier supplémentaire à 12800, c'est juste, et 25600, c'est la limite à ne jamais dépasser. Alors en ce qui concerne la montée en sensibilité en photo, je vous renvoie simplement au film que j'ai fait entre le Z50 et le Z6. Vous allez voir sur ce film en détail toute la montée en sensibilité du Z50 qui correspond exactement trait pour trait à celle du Z30 puisque c'est le même capteur et la même optique utilisée. Vous trouverez à partir de 23 minutes 10 jusqu'à 27 minutes 40 l'ensemble des sensibilités détaillées pour vous permettre de vous faire votre idée la plus précise possible. Alors en ce qui concerne l'autofocus, même chose, je vous renvoie à ce film, Z50 vs Z6. On a les mêmes caractéristiques avec un capteur qui permet d'avoir déjà, je dirais, un autofocus qui fonctionne plutôt bien, surtout avec les nouvelles mises à jour détection de l'œil et du visage. On peut vraiment faire un reportage presque sportif avec ce petit boîtier, y compris sur des actions qui sont plutôt rapides. Maintenant, on n'est pas au niveau non plus d'un capteur empilé avec un autofocus foudroyant, comme le Z9 par exemple, mais c'est très raisonnable pour ce type de boîtier et on peut déjà l'utiliser sans arrière-pensée.
Alors, chose intéressante ou pas, en tout cas nouveauté, chez Nikon, on peut enregistrer en mode vertical, mode portrait directement. Et ça, c'est exportable pour les réseaux sociaux, hein. Si vous êtes un adepte de la communication à outrance et partager vos images à tout prix avec tout le monde, et bien là, vous pouvez directement enregistrer dans ce format-là. Il y a plein de réseaux sociaux comme Instagram, enfin bref, je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez mieux que moi, qui pourront utiliser directement ces images. C'est un côté quand même plutôt pratique. Alors petite remarque en passant qui m'a quand même bien agacé sur le terrain, quand vous êtes avec l'écran face à vous, vous n'avez plus accès aux molettes de réglage, ni avant ni arrière, donc si vous avez besoin de revenir sur une exposition, une vitesse, quoi que ce soit, ce n'est pas possible. Il faut rebasculer l'écran sur l'arrière pour pouvoir de nouveau avoir accès au réglage. Alors avant d'aborder la conclusion de cette prise en main du Nikon Z30, j'ai voulu me livrer à une petite expérience, somme toute un petit peu iconoclaste. Je suis parti en mini-reportage en ville et j'ai utilisé deux boîtiers totalement différents, hein, un Z30 avec le 1650 et puis un Z9 avec un 24-200. Je me suis dit, après tout, on n'est pas tous à avoir un budget extrêmement conséquent à consacrer à la photo, et est-ce qu'on peut, comme ça, faire du reportage de rue avec un Z30, et quelle différence il y aurait avec un très gros boîtier, très cher, comme le Z9. Donc on va comparer, même si je sais que ça va peut-être heurter certains, mais j'ai voulu avoir cette comparaison entre ces deux boîtiers extrêmes de la gamme Nikon, le Z30 d'un côté et le Z9 de l'autre, et voir dans un petit reportage de rue ce que ça pouvait donner. Alors voilà, on a à gauche l'image du Z30 hein, avec le 1650, on est à la pleine ouverture, 6.3. Et à droite, le Z9, donc on est à l'ouverture f8, donc pas tout à fait la pleine ouverture, sur une focale qui n'est pas tout à fait la même, bon, parce qu'on a le crop APS-C d'un côté et de l'autre côté non. Peu importe, je dirais quelque part, l'idée c'est juste comparer des images que l'on peut faire comme ça en reportage rapide dans la rue ou en reportage familial et voir un petit peu si ce Z30 peut tenir la dragée haute ou non, pas du tout, au Z9. Alors si on analyse les images d'un petit peu plus près, on s'aperçoit quand même que globalement le rendu est très proche. La colorimétrie est tout à fait réaliste sur les deux boîtiers et d'ailleurs relativement semblable. Alors si on agrandit fortement l'image, avec une taille, un ratio à peu près identique d'un côté et de l'autre, on s'aperçoit que le Z9, bien sûr, l'emporte, même si on aurait pu prendre aussi une focale encore un peu plus performante que le 24-200. Hein. Si j'avais pris un 24-70 f2.8, la différence serait encore accentuée. Donc bien sûr, la hiérarchie est respectée, bien sûr, on a plus de détails, vous voyez, les petites aspérités du mur ressortent mieux, mais quand même, franchement, si on regarde l'image dans sa globalité, vous pouvez tout à fait faire un reportage photo avec le Z30 qui sera diffusable, qui sera publiable, qui sera imprimable de façon qualitative. Et je ne suis pas certain que tout le monde fasse la différence avec un Z9 dans les mêmes conditions, avec une focale, on va dire, une focale experte, mais pas professionnelle. Je ne suis pas certain que tout le monde fasse la différence. Voyons voir sur une autre image pour voir un petit peu si on retrouve les mêmes choses. Alors ce deuxième exemple, c'est un petit peu plus difficile encore, puisque là nous sommes en contre-jour, j'ai voulu prendre cette fresque, et le soleil bien sûr était face à moi. J'ai laissé les deux boîtiers travailler, et voilà un petit peu ce que l'on peut en retirer. Honnêtement, je suis épaté par le Z30, il n'y a absolument pas à rougir par rapport même à un Z9 dans des conditions comme ça. Alors, une fois de plus, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, le Z30 n'est pas équivalent au Z9, le Z9 a beaucoup d'autres possibilités, il y a beaucoup d'autres fonctions, bref, c'est simplement, je voulais vous montrer qu'avec un boîtier à moins de 1000 €, on pouvait faire de très belles images, on peut faire aussi de très belles vidéos qui sont tout à fait acceptables, y compris dans une utilisation, on va dire presque professionnelle, et sans aucune arrière-pensée, on peut l'utiliser.
La seule, une fois de plus, contrainte que j'ai eue, et une contrainte quand même un petit peu forte, surtout quand il y a du soleil comme ça, c'est l'absence de viseur, une nouvelle fois, je vous le répète. Moi, c'est quelque chose qui m'handicape très fortement, mais pour le reste, on peut très bien partir en reportage léger, voire très léger, avec un Z30, et se régaler au niveau des photos et des vidéos qu'on peut ramener. On peut même l'utiliser à des fins un petit peu plus professionnelles, j'en suis absolument persuadé. Il est temps, les amis, de tirer une conclusion à cette prise en main du Nikon Z30, ce dernier né des capteurs APS-C chez Nikon. Et là, je suis un petit peu partagé. J'ai parfaitement apprécié la qualité des fichiers produits par ce petit boîtier, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est très bon. Je pense que c'est même un petit peu au-dessus de ce que fait la concurrence sur des boîtiers de même type. Mais j'ai été handicapé, je vous le répète, par l'absence de viseur. Alors bien sûr, c'est un boîtier qui s'adresse en priorité aux vlogueurs, donc ils n'ont peut-être pas besoin de viseur, mais dans une utilisation plus classique, c'est un handicap, surtout à l'extérieur, dès que la luminosité devient un petit peu plus importante. Autre faiblesse, et là c'est une faiblesse chronique sur toute la gamme APS-C de Nikon, c'est le manque d'objectifs. Vous avez très peu d'objectifs spécialisés en format DX, APS-C, et surtout il manque deux types d'objectifs à mon sens. Un super grand angle qui permettrait d'avoir un vlog à main levée qui soit beaucoup plus confortable. Là avec un 16 mm, c'est-à-dire l'équivalent d'un 24 mm en plein format, on a un cadrage qui est quand même vraiment très réduit, que je trouve pas forcément très agréable. Il faudrait une focale compris entre 10 et 14 mm à peu près, qui permettrait d'avoir un champ plus large et si possible avec une ouverture un petit peu plus grande pour flouter un petit peu l'arrière-plan. Deuxième type d'objectif que l'on pourrait aussi imaginer, c'est un objectif beaucoup plus qualitatif. Alors soit une focale fixe avec une ouverture 1.4, 1.8, soit un zoom vraiment de qualité, l'équivalent d'un 24-120 f4 en plein format. Et Nikon prend vraiment son temps pour développer cette gamme DX à tel point que j'ai cru qu'il n'y aurait pas de nouveaux boîtiers. Alors pour pallier cette déficience d'objectifs, on peut bien sûr utiliser les objectifs de la gamme plein format, en particulier le 14-30, mais bon, ce sont quand même des objectifs qui sont assez onéreux, qui sont même plus chers que le boîtier lui-même, et puis qui sont également un petit peu plus gros et lourds. Bref, j'aurais vraiment aimé que Nikon développe en même temps que sa gamme de boîtiers APS-C, une gamme d'objectifs plus spécifiques, et qui complète totalement la gamme, comme l'a fait Sony depuis déjà de nombreuses années. D'autant que Nikon n'a pas ouvert sa monture à des opticiens tiers, comme Sigma, Tamron, etc. Donc ça limite encore plus le choix. Autre point qui m'a vraiment beaucoup chagriné, et je vous prie de m'en excuser également, c'est que le son capté, s'il n'y a pas de vent, il reste tout à fait correct, mais au moindre souffle d'air, les micros internes produisent beaucoup de souffle, vous avez pu le constater sur certaines images, et là aussi, si on veut avoir une bonnette à fixer sur les deux micros internes, eh bien ce n'est pas possible, ce n'est pas disponible. Ça va l'être sur le kit Vlogger qui n'est pas encore disponible, qui devrait arriver peut-être en septembre. Et a priori, pour l'instant, il n'y a pas de vente séparée de ces bonnettes. C'est vraiment scandaleux, il va falloir trouver une solution. Alors il y a un pas 50, soit on bricole quelque chose, une mousse à rajouter sur les micros internes, pas évident, soit on utilise un micro externe avec une bonnette, mais là aussi on perd un petit peu la compacité et l'attrait de ce petit boîtier que l'on peut trimballer un petit peu partout. Bref, vous l'avez compris, je situe mal la cible clientèle de ce boîtier, de ce Z30. Certes, les vlogueurs, mais les vlogueurs, c'est quand même pas une clientèle énorme. Et puis les vlogueurs vont être gênés par l'absence de grand angle, vont être gênés par l'absence pour l'instant de bonnettes sur les micros internes. Et on se retrouve vite en concurrence avec des smartphones qui coûtent à peu près le même prix et qui font aussi de belles images. Je m'interroge sur la cible potentielle de ce boîtier, on verra si Nikon en vend beaucoup ou non.
Voilà, en attendant, merci encore de votre fidélité. Je vous dis à très vite puisque je suis en train de monter les deux prochains tests, hein, deux très belles optiques fixes, hein, le 400 et le 800 Z, qui vont arriver dans les jours et les semaines à venir. Vous allez voir que là aussi, on a du qualitatif et du lourd, enfin pas trop lourd justement. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'été, je vous dis à très vite. Ciao!